de grignoter. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h43, Franz-Olivier Gisbert pour Esprit Libre. Bonjour Franz. Bonjour David. On va parler de l'élection du maire de New York, le nouveau maire de New York. Zohran Mamdani, socialiste, musulman. Qu'est-ce que ça change pour l'Amérique d'avoir un nouveau profil? On a connu ça à Londres aussi, hein? Bien sûr. Et puis peut-être on connaîtra ça à Paris. Enfin, who knows? Paris tient toujours. Qui sait? Mais dans quel état? Alors, j'ai toujours été étonné d'abord par les commentateurs qui, sur l'Amérique, ne semblent entraver que Quick ou que Pouic. C'est vrai que les deux se disent. Vous appeliez votre père l'Américain. Voilà, bon. Et ces commentateurs, ils parlent toujours de l'Amérique comme d'un pays. Alors, c'est un continent avec une myriade de pays différents. Des États, on les appelle, comme ça, et qui n'ont pas les mêmes mœurs, ni même les mêmes lois. Et nos chers commentateurs font souvent d'ailleurs de Trump un dictateur tyrannique, alors que le système politique américain multiplie les contre-pouvoirs et que les élections de milieu de mandat, ce sera l'an prochain, ce sera pas cette fois, coupent souvent les pattes des présidents en les privant de majorité au Sénat ou à la Chambre des représentants dont une partie est renouvelée tous les 2 ans. Nos chers commentateurs nous expliquent aussi que l'élection d'un islamo-socialiste à la tête de la ville de New York est une mauvaise nouvelle pour Trump. Ben, je vais vous dire, c'est au contraire, c'est une très très bonne nouvelle. La preuve, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour le faire battre, Zohran Mamdani. Il a certes dit, je ne vais pas laisser ce communiste cinglé détruire New York, mais s'il avait vraiment voulu le faire battre, eh ben, il aurait pu faire pression sur le candidat républicain qui était à la traîne et lui demander de se retirer en faveur du candidat le mieux placé, de loin, Andrew Cuomo, ancien gouverneur démocrate de l'État. Je vous arrête 30 secondes pour qu'on suive bien. Vous dites en fait, Trump aurait dû la jouer plus fine ou aurait pu la jouer plus fine. Non. Attendez. Et en fait, jouer le démocrate qui est arrivé en seconde position, demander aux républicains de se retirer. Il a pleuré pour lui d'ailleurs. Voilà, c'est pas le souci. Donc il est bien content. Il est bien content d'avoir ce punching ball. Voilà, parce qu'il va avoir maintenant, avec Zohran Mamdani, un repoussoir, un épouvantail à électeurs, une sorte de croque-mitaine qui fera peur aux vieilles dames et aux enfants. Parce qu'on ne voit pas bien comment ce jeune homme inexpérimenté, c'est pas l'âge simplement, c'est qu'il n'a pas vraiment d'expérience. Il était député au Parlement local. Et je vois pas comment il pourra réussir. D'ailleurs, son programme est effrayant parce qu'il propose, bon, ça c'est vrai il est de gauche, on le voit tout de suite, parce qu'il propose de raser gratis. C'est-à-dire, il va geler les loyers, assurer la gratuité des bus qui, dit-il, seront plus rapides, ainsi que il a promis aussi la gratuité des crèches. Il veut faire des restaurants moins chers aussi. Voilà, oui, bien sûr. Des restaurants pas chers, des sortes de restos du cœur. Oui, c'est ça. Il va créer des épiceries municipales pour vendre les produits à prix coûtant. Enfin, bon, c'est une sorte de genre banque alimentaire. Bien sûr. Il va faire d'ailleurs comme ça a bien marché d'ailleurs avec Ben Bella et Boumediene en Algérie, vous vous souvenez au début, nationalisation peut-être même des cinémas, enfin ça, on est parti pour une vaste rigolade. Et pour payer son beau programme, il a prévu d'augmenter évidemment les impôts sur les riches, les entreprises et puis les quartiers blancs. Ça c'est dans le programme. Les quartiers blancs. Il va faire de la discrimination fiscale? Il va pas se gêner. Ça ne marchera pas, évidemment, c'est écrit dessus. Mais c'est pas le plus grave, parce que la vérité, c'est que cet homme est un islamiste, doublé d'un antisémite, pardonnez le euphémisme. Vous allez fort quand même. Bien sûr, évidemment. Vous y allez. J'y vais fort. Il a eu avec lui une partie de l'électorat juif. C'est oui, ça, mais bien sûr, une petite partie. Oui, bien sûr. Alors justement, on va continuer parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a une partie des puis attendez, il n'y a pas que ça. Il n'a pas eu seulement les damnés de la terre de New York, qui sont nombreux. Il a aussi fait pas mal de voix dans les quartiers riches. C'est ça qui est intéressant. Bon. Et si vous voulez, cet homme-là, faut bien. Pourquoi je dis qu'il est antisémite? Parce qu'il s'est prononcé pour la mondialisation de l'intifada, mot qui veut dire rébellion en arabe, et rébellion contre Israël, qui selon lui pratique l'apartheid, ce qui est faux, parce que les Arabes qui représentent 20% de la population israélienne sur le papier ont autant de droits que les Juifs. Ils font pas le service militaire, mais enfin s'ils veulent le faire, ils le feront. Et ils ont 12 députés arabes à la Knesset, le Parlement israélien. Donc, excusez-moi, en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, je crois pas qu'il y avait des... Bon, enfin bref. Sur l'islamisme,
de ce charmant jeune homme, il y a un point très révélateur. Il pense que la police n'a pas à intervenir dans les affaires de violence conjugale, comme en Afghanistan. Mais bon, c'était effectivement le candidat des wokistes, des féministes, qui ne sont jamais à une contradiction près, et puis de tous les... Ici, en France, tous les progressistes se sont amourachés de lui, à l'instar de Libération. Cette évolution est l'un des symptômes du déclin de l'Occident. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, de la dégénérescence mentale d'une partie de nos élites, rongées comme par des puces, par la haine de soi et par le ressentiment. Parce que, bon, cet homme-là, il vient des frères musulmans, c'est un proche des frères musulmans, il l'est depuis l'université. On voit très bien pourquoi il vient. Et puis, il est ami des imams homophobes, enfin, etc., etc. Enfin, il y a des photos de tout ça. Je me fais l'avocat du diable. Alors, je répète, on peut parler d'une dégénérescence mentale de l'Occident. Est-ce que ça n'est pas un produit du melting pot américain ? On pourrait le penser, parce qu'il y a eu énormément de produits du melting pot, et c'est même d'ailleurs peut-être ce que l'Amérique fait de mieux. C'est absolument extraordinaire. Le problème, ce sont ses idées. Je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de ses origines, bien entendu. Ce serait très beau s'il n'y avait pas tout ça. S'il n'y avait pas derrière les frères musulmans, s'il n'y avait pas derrière des mots de code qui montrent qu'il est antisémite, etc. C'est ça qui était... Et en fait, il n'est pas musulman. Il répète sans arrêt, il hurle « Je suis musulman ». Enfin, c'est d'abord, voilà, élisez-moi, je suis musulman. Ben oui, mais en fait, non. Il est islamiste. Est-ce qu'on a des leçons à donner aux Américains, nous les Européens ? Oui, bien sûr. Ça, je le pense. Enfin, nous, en tout cas, les Français. Parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, plutôt, il fonctionne un peu comme les États-Unis. C'est-à-dire, c'est le communautarisme. Et nous avons une force, c'est absolument évident. C'est la laïcité, la république laïque. Le pire ennemi des démocraties occidentales, vous savez très bien, c'est le communautarisme qui est à l'œuvre, alors là, carrément à New York, et puis aussi à Londres, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a aussi un maire musulman. Ça, il a le droit, et c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il est aussi, apparemment, un peu proche aussi des frères musulmans. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, on peut se poser quand même beaucoup de questions sur l'avancée des frères musulmans dans le monde occidental, parce que c'est la réalité, c'est pas dans les journaux, je suis désolé, mais c'est une question qu'il faudra essayer de traiter à un moment donné. Ça a commencé avec les connexions de la France insoumise, avec un certain nombre de... Voilà. Parce que ça, vous avez raison, c'est-à-dire qu'ils s'appuient évidemment, les frères musulmans, en France ou aux États-Unis, sur le communautarisme, mais le communautarisme, justement, en France, nous ne sommes pas encore vraiment atteints, même s'il y a un parti très clairement communautariste, il y en a même deux d'ailleurs, on peut dire les LFistes, LFI et les escrologistes. Enfin, excusez-moi, pardon. À chaque fois, vous le dites et vous faites semblant de vous excuser. Pardon, excusez-moi. Et puis, excusez-moi, aussi les socialistes qui suivent lentement mais sûrement. Et puis, le président de la République, faut bien dire, votre ami Emmanuel Macron, de temps en temps... une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. De temps en temps, il sombre un peu dans le communautarisme, selon les jours, ça dépend. Ça dépend. On passe à ce que vous appelez le grand bazar. Alors, pas le bazar de l'hôtel de ville, mais le grand bazar fiscal de l'Assemblée nationale. Un mot là-dessus. L'Assemblée nationale s'en est donné à cœur joie la semaine dernière. Et puis, derrière ça, le Sénat remet un peu de sagesse dans tout cela. Finalement, notre système parlementaire a quelques... Il va mettre de la sagesse. Garde-fou. Dieu merci. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je crois qu'on a découvert, on a compris peut-être enfin que les députés ne sont pas qualifiés, dans leur grande majorité, à décider de la politique fiscale de la France. D'ailleurs, ils ne sont pas non plus qualifiés pour décider de la politique économique. Ils l'ont montré, notamment d'ailleurs avec la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Ça veut dire qu'on va taxer les assurances vie qui participent au paiement de la dette. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et puis, ça, c'est un député MoDem qui a fait ça, d'ailleurs. Ça a été suivi, évidemment, par les socialistes. Et puis, bref. Et hier soir, ça vient de sortir. Les députés ont, à l'instigation des socialistes, avec les macronistes, adopté une hausse de la CSG sur les produits financiers, une petite hausse, mais enfin, c'est plus de 1% quand même. Ça va toucher beaucoup de monde. Et là, on a échappé à une surtaxe sur les mutuelles qui aurait pesé, évidemment, sur les malades. Alors, on attend maintenant, évidemment, une surtaxe sur les morts.
Hein, c'est de l'humour noir, mais enfin bon. Et puis voilà, on aura un but. Enfin, s'il n'est pas amendé complètement, on aura un budget en fait d'austérité et puis un budget de gabegie. C'est-à-dire avec ce budget-là, on est sûr d'une chose, on n'aura pas de croissance en 2026. Alors, vous parliez du grand bazar fiscal. Moi, je vous parle du bazar de l'hôtel de ville et de la présence de Shein au bazar de l'hôtel de ville, qui était à l'origine un coup marketing. Et puis, avec l'affaire des poupées d'ophiles, ça a pris une dimension absolument passionnelle, avec l'affaire des coups de poing américains, des machettes découvertes également en vente sur Shein. Il est question d'interdire. Les politiques s'en mêlent. De quoi cette affaire est-elle le symptôme ou la marque, selon vous? Je vais vous dire, c'est très simple. Moi, je n'ai pas envie de taper sur le patron du BHV qui essaye de sauver son entreprise, parce que c'est évidemment un défi très compliqué, son affaire. Parce qu'on ne peut pas encenser d'un côté les chefs d'entreprise qui rament pour maintenir l'économie française à flot, et dès qu'il y en a un qui a une initiative un peu décalée, parce qu'on avait commencé à lui taper dessus avant que l'affaire des poupées d'ophiles. Et donc là, pour le coup, il faut quand même être raison gardée. Il essaye de sauver sa boîte qui vient d'acheter. Et simplement, je pense qu'avant de crier haro sur Shein, on devrait s'interroger quand même un peu sur ce que nous faisons de nos centres-villes, qui se vident, et puis aussi sur l'industrie que nous surtaxons. D'où l'arrivée, effectivement, de produits chinois produits par des entreprises chinoises. France, CQFD, il est temps de se séparer. Écoutez, je suis tombé hier soir sur un compositeur flamand absolument inconnu. Vous savez, je cherche des concordances entre la musique, la création et puis la date du jour. Il s'agit d'Antoine Bunois. Il est né à Bruges vers, on ne sait pas la date exacte d'ailleurs, vers 1433. Et il est mort un 6 novembre 1492, l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. 6 novembre, on n'est pas sûr non plus. Mais bon, c'est un prétexte pour écouter quelqu'un d'assez peu connu. Écoutez, c'est un chant de messe, ça s'appelle L'Homme armé. On va l'écouter une minute.